Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Berceau de la Lune, premier tome de la duologie de la dernière vue de Erin McName, publié en auto-édition. Dans ce roman, nous allons rencontrer Rose, notre narratrice. Quand nous la rencontrons, Rose a 60 ans et nous sommes en 2040. Elle est sur le point d'interviewer la ministre française des Affaires étrangères et des droits de l'homme, Liane de Beaumont. Cette charismatique jeune femme est sur le point de faire une conférence de presse mondiale pour faire une annonce choc. Rose a le privilège de la rencontrer seule à seule et en avant-première. Cet article sera son dernier et peut-être aussi son meilleur, mais en attendant que la ministre lui ouvre les portes de son bureau, Rose se remémore son passé en faisant les 100 pas dans une des galeries du Quai d'Orsay. Elle remonte en 2008, année charnière dans sa vie de journaliste mais surtout de femme. Rose est une jeune femme à qui tout sourit. Belle blonde au corps svelte et à l'aura solaire. Elle est une séductrice qui aime croquer la vie à pleines dents jusqu'au jour où elle rencontre Julien. Avec lui, elle entrevoit l'avenir, mais le rêve s'achève quand il décide de la quitter pour une autre. Son ego est blessé et elle tente de le reconquérir, non pas par amour, mais par fierté. Malgré ses dépenses irraisonnées, c'est un cuisant échec. Pour faire oublier à son harceleur de banquier, Monsieur Dumarquet, que son compte est dans le rouge, elle accepte d'aller dîner avec lui. Le repas, bien que délicieux, est un supplice. Elle espère en finir vite quand un signe providentiel lui est envoyé. Elle s'évanouit en voulant se rendre aux toilettes et finit dans une ambulance aux côtés d'un Apollon en blouse blanche, le docteur Benjamin Dubois. Ce gendre idéal est aux petits soins jusqu'à l'arrivée aux urgences et à la réception des résultats sanguins. Rose est en parfaite santé et enceinte de 6 semaines. Après cet électrochoc, Rose est d'une part débarrassée de son banquier et d'une autre part dans l'obligation d'en informer Julien. Comme elle s'y attendait, le père refuse d'assumer ses responsabilités. Elle mène à bien cette grossesse entourée de sa meilleure amie Natacha. Natacha est elle aussi maman solo d'une petite fille et est la présence parfaite pour Rose. Naturelle, sensible, simple et optimiste, en résumé, tout son contraire. Après une grossesse idyllique, Rose met au monde le petit Ben. Toutes les étoiles semblent briller après l'abandon de Julien. Puis Ben disparaît subitement et sans raison médicale à seulement 5 mois. Rose est dévastée. Elle s'enferme dans son appartement, prend un congé sans solde et noie son chagrin dans l'alcool et la malbouffe. Sa solitude est rompue uniquement par les visites de Natacha et de sa fille. Cette nouvelle routine s'accompagne d'un état léthargique jusqu'à ce jour d'août 2008. Le téléphone sonne sans s'arrêter jusqu'à l'obliger à sortir de son lit pour décrocher. À l'autre bout du fil, c'est sa patronne, Alexandra Biederman, la papesse du groupe Avenir Éditions auquel appartient le journal La France d'aujourd'hui, un hebdomadaire pour lequel elle écrit depuis des années. En ce 1er août, elle n'est officiellement plus en congé et doit, si elle ne veut pas en plus d'être en deuil, être sans toit, retourner travailler. Sa patronne l'envoie sans négociation possible couvrir les JO de Pékin, car l'annonce du possible boycott par le président français en fait un sujet brûlant immanquable. Elle a 5 petites heures pour être à Orly et prendre son avion en compagnie de son collègue Chang Chao. En tant qu'envoyée spéciale, Rose a toujours un sac été et un sac hiver de prêt. Elle prend une douche et file d'Arras en direction d'Orly. Une fois dans l'avion, elle a la désagréable surprise d'être assise à côté de Chang. Ce belâtre macho est son pire cauchemar, dragueur invétéré à la langue acide. Et pour être honnête, elle ne sait pas si son mental y résistera. À sa plus grande surprise, Chang se montre moins venimeux que d'ordinaire. Il est presque poli et respectueux. Il lui propose même d'échanger leur place. Dans sa situation, il ne pense pas qu'affronter une foule en liesse soit bon pour elle, et encore moins de devoir potentiellement interviewer le président et la première dame. À la base, il doit couvrir un sujet intitulé « La route du poivre », mais ce sujet cache en réalité qu'il doit interroger des habitants du Sichuan, une région frontalière avec le Tibet, pays avec lequel la Chine entretient des relations houleuses et secrètes. Si elle veut du calme, du verre et de l'évasion, elle sera servie. Chang ne veut pas aller faire ce reportage car c'est sa région natale, et comme sa mère est morte sans qu'il n'y ait été aux funérailles, la situation avec sa famille est tendue. Rose accepte d'échanger leur sujet. Une fois arrivée à Pékin, elle embarque pour Daocheng via Chengdu avec une liasse de dollars américains en poche et un kawaii en sac. Après un vol plus que particulier, elle arrive à bon port. Il ne lui reste plus qu'à trouver son guide touristique. Parmi les gens qui attendaient les passagers, se trouve un homme dont elle n'arrive pas à détourner les yeux tant il lui rappelle quelqu'un sans pouvoir autant arriver à le remettre. Il porte un blouson noir, a une carrure de bûcheron et porte un sac de randonnée sur son dos. Ses cheveux recouvrent sa nuque et sont
d'un noir de jet brillant. Ses traits sont aussi parfaits que ceux d'une statue de dieu chinois, avec ses sourcils bien dessinés et ses jolies fossettes. L'inconnu vient vers elle et se présente comme étant son guide, Changli Chao, le frère jumeau de son collègue Chang. Rose se rembrunit en un claquement de doigts et passe de l'admiration à l'aversion. Chang est un filou, en plus de lui faire risquer le chômage, il la confie à son double. Rose se le promet, il ne l'emportera pas au paradis. Les débuts entre Changli et Rose sont un peu difficiles et tendus, mais dans la forêt chinoise près de la frontière tibétaine, il vaut mieux rester soudés. Leur périple ne fait que commencer quand ils découvrent un nouveau-né abandonné. La politique de l'enfant unique a encore fait une orpheline. Rose, qui vient de perdre son petit Ben, aura-t-elle la force d'aider cette petite fleur sans défense? Changli a-t-il enfin trouvé la femme au bout de son fil rouge en la personne de Rose? Qui est cette petite fleur en vrai? À vous de découvrir son histoire par votre lecture. Un premier tome qui se lit tout seul, un duo qui fonctionne bien, un thème traité avec justesse, le tout saupoudré de magie, d'organisations secrètes et de prophéties anciennes. Que demander de plus si ce n'est le tome 2? Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 28 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!